Chaque année, c'est la même chose. De nombreux experts prédisent un krach boursier. Et à chaque fin d'année, c'est également plus ou moins la même chose. On se dit que, certes, il y a eu des variations importantes, mais à la fin de l'année, le bilan est plutôt très positif. Est-ce que cette année serait différente? Est-ce que nous allons connaître un krach similaire à celui de 2007-2008? Aujourd'hui, qu'est-ce qui nous ferait penser que les marchés financiers pourraient connaître une baisse importante? Le premier point, c'est le niveau de valorisation très important du marché action. Aujourd'hui, nous sommes à des niveaux de valorisation plus hauts qu'avant la crise de 2007-2008. La seule fois où nous avons atteint un niveau de valorisation plus élevé sur ces 100 dernières années, c'était pendant la bulle de dot-com à la fin des années 90. Mais Benoît, pourquoi le niveau de valorisation serait si important que ça? Tout simplement car historiquement, on observe un lien entre le niveau de valorisation des indices boursiers et leur performance. Sur le premier graphique de gauche, tu peux voir que le niveau de valorisation ne peut pas nous indiquer la performance sur un an. Il y a eu des années en effet où le marché par exemple a enregistré une performance de 20% et d'autres années où le marché a enregistré une chute de 20%. Ce qui est intéressant, c'est le graphique de droite où tu peux voir la performance sur 10 ans avec le niveau de valorisation actuel. Ce qu'on voit très clairement, c'est que plus le niveau de valorisation est important, plus la performance sur 10 ans est faible, et inversement, plus le niveau de valorisation est faible, plus la performance sur 10 ans est importante. Ouais, mais Benoît, est-ce que le niveau de valorisation pourrait nous aider à savoir quand une crise surviendra? Alors pas exactement, mais ça peut nous aider à estimer notre performance future. Mais on verra qu'à la fin de la vidéo, il y a vraiment un élément aujourd'hui qui vient remettre tout en question. Alors maintenant, on peut se demander s'il n'y a pas des indicateurs qui peuvent nous permettre précisément de savoir quand une crise surviendra. Le premier indicateur dont on entend souvent parler pour anticiper les crises, c'est le Buffett Indicator. Alors comme son nom l'indique, on doit cet indicateur à Warren Buffett. Pour rappel, Warren Buffett, c'est un investisseur qui est considéré comme l'un des plus grands de l'histoire. Le principe du Buffett Indicator, il est très simple, c'est qu'on va comparer la capitalisation boursière d'un pays par rapport à son PIB. Le plus souvent, on le fait avec les États-Unis, donc on compare la capitalisation boursière des États-Unis au PIB américain. Donc comme tu le vois aujourd'hui, on a un niveau où le marché serait largement surévalué. Dans la même veine, on a la comparaison entre la capitalisation mondiale et le PIB mondial. Et comme tu le vois, on est également à des plus hauts historiques. Alors cet indicateur, il peut être intéressant, mais si tu l'avais suivi, tu n'aurais pas investi ces dernières années et tu serais passé du coup à côté de magnifiques performances. Est-ce qu'il n'y a pas un autre indicateur plus fiable pour nous prévenir juste avant une crise? Honnêtement, je ne m'attendais pas à tomber sur un indicateur qui prédisait aussi fidèlement les crises boursières. J'ai superposé cet indicateur avec les cours boursiers et on obtient des résultats très intéressants, que ce soit pendant la crise des subprimes, donc 2007-2008, pendant la bulle dot-com au début des années 2000 et même pendant cette crise en 2020. Alors quel est cet indicateur? C'est l'indicateur de récession de la Federal Reserve Bank of New York, qui calcule la probabilité de récession aux États-Unis dans les 12 prochains mois. Le marché boursier américain domine le marché boursier au niveau mondial et il y a une forte corrélation dans les périodes de crise entre le marché boursier américain et les autres marchés. Autrement dit, si tu arrives à prévoir les crises sur le marché américain, tu pourras mettre tout ton portefeuille boursier à l'abri. Donc ce que j'ai fait tout simplement, c'est que j'ai superposé cet indicateur de récession de la Federal Reserve Bank of New York au S&P 500. Donc pour rappel, le S&P 500, c'est l'indice de référence aux États-Unis. Et du coup, en superposant l'indicateur au S&P 500, on obtient des résultats très intéressants. Donc par exemple, si on prend la bulle Internet au début des années 2000, donc en bleu, tu as l'indicateur de récession qui est exprimé en pourcentage, et en orange, tu as l'évolution du S&P 500. Donc dans nos différents exemples, on va considérer que tu vends tes positions lorsque l'indicateur de récession atteint 25%. Avec la bulle Internet, tu serais retiré lorsque le S&P 500 était à 1200 points. Ensuite, il a poursuivi sa chute vers les 800 points. Pour la crise des subprimes, c'est encore plus intéressant. Donc tu as toujours en bleu l'indicateur de récession et en orange l'évolution du S&P 500. Si tu t'étais retiré du marché lorsque l'indicateur de récession atteignait 25%, tu te serais retiré au plus haut du marché. Ensuite, cet indicateur a également assez bien timé la reprise. Pendant la crise en 2020, cet indicateur nous donnait également des signes avant-coureurs. En effet, dès début janvier de l'année 2020, alors que les indices étaient encore à cette époque à des plus hauts, l'indicateur de récession était à plus de 20%. Alors Benoît, cet indicateur a marché pendant les 3 dernières crises, mais est-ce que cet indicateur n'a pas également donné de fausses alertes? Alors encore une fois, c'est une très bonne question, parce que si cet indicateur nous dit, comme certains analystes, qu'une crise va arriver tous les 6 mois, il perd un peu de son intérêt.
Donc je t'ai sélectionné la période allant de 2000 à 2020 et tu vois que pendant les phases de marché haussier, cet indicateur était à un niveau faible. Donc par exemple sur la période allant de 2009 à 2019, cet indicateur n'a jamais dépassé le taux de 10%. Même chose pour la période allant de 2002 à 2007. Donc c'est vraiment un indicateur intéressant et d'ailleurs si on le suit aujourd'hui, c'est pas très rassurant parce que cet indicateur est à un niveau élevé. Alors est-ce que pour autant il faut le suivre aveuglément? Je ne pense pas. Aujourd'hui, on est dans des conditions de marché jamais vues historiquement. Les taux obligataires n'ont jamais été à un niveau aussi bas, que ce soit aux États-Unis, mais également en Europe. Le fait que les taux obligataires soient à des niveaux très bas, c'est loin d'être anodin. Typiquement, sur les marchés financiers, les investisseurs ils vont avoir le choix entre investir dans deux grandes classes d'actifs. Les deux grandes classes d'actifs, ça va être les obligations et les actions. Donc pour faire leur choix entre ces deux actifs, les investisseurs ils vont comparer le rendement du marché action au rendement sans risque du marché obligataire. Il y a encore 10 ans, le rendement sans risque du marché obligataire, il était à 3-4%. Aujourd'hui, il est à moins de 1% aux États-Unis et il est même en territoire négatif dans plusieurs pays européens. Autrement dit, les investisseurs ne peuvent plus aujourd'hui trouver du rendement sans risque. Ils sont donc obligés en quelque sorte d'investir sur le marché action pour trouver du rendement. Donc si on regarde les choses avec cette perspective, c'est-à-dire en comparant le rendement sans risque du marché obligataire au rendement du marché action, on peut se dire qu'on est assez loin finalement d'une situation de bulle. C'est vrai en France et c'est également vrai aux États-Unis. Le marché obligataire avec des taux extrêmement bas dérègle tout et pousse le marché action vers des niveaux de valorisation de plus en plus élevés. D'ailleurs, pour revenir au niveau de valorisation qu'on avait abordé au début de cette vidéo, il est intéressant de préciser que c'est un très mauvais indicateur d'une possible crise. Sur le graphique que je t'affiche à l'écran, on voit tous les marchés baissiers depuis 1945 sur le S&P 500. Ces marchés baissiers se sont produits dans des conditions très différentes, parfois le niveau de valorisation était élevé, d'autres fois le niveau de valorisation était faible. On n'arrive pas non plus à dégager de tendance au niveau des taux obligataires. Aujourd'hui, je vois beaucoup de personnes qui se plaignent du marché actuel, en disant par exemple que les banques centrales dérèglent tout, ou encore que les actions sont à des niveaux de valorisation trop élevés. Alors c'est peut-être vrai, mais malheureusement, tu ne peux pas choisir les conditions de marché. Tu n'auras jamais des conditions de marché parfaites pour investir. Il n'y aura jamais un moment où le marché sera sous-évalué et où en même temps, il y aura de bonnes perspectives de croissance et des taux obligataires à zéro. Si tu prends l'option d'attendre, tu prends le risque de voir petit à petit ton argent perdre de la valeur à cause de l'inflation. Alors peut-être que tu te demandes ce que je fais actuellement de mon épargne et ce que je compte faire en 2021. Alors aujourd'hui, j'investis la totalité de mon épargne sur les marchés financiers. J'ai très bien vécu la baisse des marchés en 2020, ça m'a même permis de renforcer mes positions. En 2021, je compte continuer à investir massivement sur le marché action. Je peux me le permettre parce que j'ai un horizon d'investissement de long terme et j'accepte une volatilité importante sur mon portefeuille boursier. Alors bien sûr, c'est pas du tout un conseil d'investissement. Il faut adapter bien sûr ton allocation à ton profil, à ton aversion au risque et également à tes objectifs. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, ça m'aide grandement dans le développement de cette chaîne. Je te remercie d'avance. Si tu penses que cette vidéo également pourrait être utile à un de tes proches, eh bien n'hésite pas à lui partager. Je t'ai mis juste ici une vidéo qui devrait t'intéresser un peu dans le même thème, donc évidemment je te recommande de la regarder. C'était Benoît, je te souhaite toujours plein de réussite. Ciao!